Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À partir de maintenant, fini tout ce qui est lié au malware et à ces problèmes-là. Et à partir de maintenant, on va commencer à travailler sur la partie réseau, sur le hacking réseau et sur tout ce qui est problème lié au réseau avec la partie sniffing du réseau principalement. Alors, j'affiche juste rapidement le sommaire de la formation. Rapidement, on va voir ce que c'est le sniffing, on va voir les types de sniff et puis on va voir les wiretapping, on va découvrir rapidement Wireshark et puis peut-être on va parler très rapidement de tout ce qui est adressage MAC et surtout installer notre environnement de travail. Du coup, quand on parle de sniffing réseau, on parle généralement des techniques qui sont utilisées pour intercepter et surveiller le trafic de données qui circule sur un réseau. Du coup, la technique est souvent utilisée pour des fins de diagnostic, de maintenance ou de sécurité, mais également elle peut être utilisée à des fins ou à des manières totalement malveillantes. En pratique, un sniffer est le programme IT ou le programme informatique ou le dispositif matériel carrément qui est conçu pour capturer, pour analyser le trafic de données qui transite sur le réseau. Du coup, ces paquets peuvent contenir des informations diverses, par exemple les users, les mots de passe, etc. Ça peut contenir aussi des informations type adresse mail, type des messages instantanés ou des choses comme ça peut contenir également des informations plutôt techniques comme les adresses IP utilisées, les ports, etc. Du coup, les sniffers sont souvent utilisés par les administrateurs réseau pour diagnostiquer les problèmes de performance, pour surveiller le trafic, pour détecter même les comportements suspects sur le réseau. Cependant, ils peuvent également être utilisés, comme je vous ai déjà dit, de manière totalement malveillante par des pirates pour voler des données sensibles ou intercepter des informations confidentielles. Du coup, pour se protéger contre le sniffing réseau, les entreprises et les utilisateurs peuvent mettre en place des mesures de sécurité telles que le chiffrement de données, l'utilisation de VPN, l'authentification forte, etc. Du coup, tout ce qui est lié aux contre-mesures, on le verra vers la fin de ce chapitre. Alors, quels sont les types de sniffing? Du coup, un sniffing, il peut être passif-actif comme il peut être local ou distant. Ça, c'est, on va dire, les notions de base. Quand on parle de sniffing passif, du coup, dans ce type de sniffing, le sniffer écoute simplement le trafic réseau sans l'altérer, sans essayer de toucher à son intégrité. C'est généralement le type de sniffing le plus discret qui est utilisé le plus souvent à des fins d'espionnage ou d'écoute ou de récupération d'informations sensibles. Après, il y a le sniffing actif, du coup, qui, contrairement au passif, il implique la modification du trafic réseau. Ça permet d'inclure les injections de paquets dans le réseau pour obtenir des informations supplémentaires ou même perturber la communication entre les différents périphériques. Après, il y a le sniffing local, c'est comme son nom l'indique, c'est utilisé généralement dans un environnement local, utilisateur local, ordinateur local ou même réseau local. Généralement ici, les outils de sniffing sont placés sur le réseau local pour intercepter le trafic. Après, il y a ce qu'on appelle le sniffer distant, qui sont le contraire du local. À partir de là, on utilise des notions, des techniques de réseau, par exemple des backdoors, tout ce qu'on a vu déjà dans les chapitres précédents, pour pouvoir créer les accès et pour pouvoir récupérer les informations. Après, il y a le sniffing ARP. Du coup, je pense que tout le monde connaît l'ARP. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. On va le voir dans quelques instants avec un peu plus de détails. Et généralement, le sniffing ARP implique tout ce qui est surveillance du protocole ARP pour obtenir les informations d'adresse de la correspondance IP-MAC entre les périphériques réseau. Après, il y a les sniffing spécifiques des protocoles, comme par exemple des sniffs spécifiques de type TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, Telnet, etc. Du coup, à partir de là, les sniffers peuvent extraire des informations spécifiques à partir des protocoles pour les analyser ou même pour les exploiter. Après, il y a le sniff sans fil. C'est surtout avec sa popularité croissante aujourd'hui, le sniffing sans fil est devenu une méthode courante pour intercepter le trafic des réseaux sans fil. Du coup, les sniffers sans fil peuvent capturer, analyser
capturer, analyser les paquets de données qui transitent sur le réseau Wi-Fi, souvent sans avoir besoin d'un accès physique sur le réseau. Du coup, après, il y aura peut-être d'autres types de sniff en fonction de comment on peut voir cela, mais ce que je vous ai dit, c'est déjà la partie la plus importante sur le sujet. Après, il y a ce qu'on appelle les wiretapping. Quand on parle des wiretapping, sont également connus sous le nom de l'écoute clandestine ou l'interception des communications. Généralement, c'est un terme qui fait référence à la pratique d'intercepter ou d'écouter secrètement des communications électroniques ou téléphoniques entre différentes parties sans leur consentement. Du coup, cette pratique peut être réalisée de différentes manières, notamment en utilisant des dispositifs spécifiques pour les enregistrements des appels téléphoniques ou même des dispositifs spécifiques qui permettent de récupérer le signal directement depuis les câbles. Du coup, historiquement, le wiretapping était principalement associé à l'interception des appels téléphoniques. Généralement, les gens placent des dispositifs physiques sur les lignes de communication pour enregistrer les conversations. Avec l'évolution de la technologie, le wiretapping s'est étendu pour inclure aujourd'hui l'interception des communications électroniques telles que les emails, les messages instantanés, les appels, les vidéos, les différents trafics qui circulent sur le réseau, etc. Du coup, le wiretapping est souvent utilisé dans le cadre des activités de surveillance menées par les organismes gouvernementaux pour des raisons de sécurité nationale, de lutte contre le crime, c'est ça, la lutte contre le terrorisme, etc. Du coup, cependant, il peut également être réalisé illégalement par des individus, par des groupes, dans le but de faire de l'espionnage, de vol d'informations ou même de l'atteinte à la vie privée. Du coup, ce qu'il faut comprendre également, c'est que le wiretapping est géré par la loi, est encadré par la loi et il est souvent réglementé par des lois spécifiques, généralement votées par les pays, par les assemblées, etc. etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans l'aspect juridique, ce n'est pas trop notre sujet. Alors du coup, comment ils sont faits qu'est-ce que je voulais dire, les opérations de sniffing, ils sont faits en utilisant différentes failles de réseau, que ce soit le MAC, la partie MAC, DHCP, ARP, etc. Alors nous, on va voir, un des protocoles qu'on va voir ici, c'est le MAC. Du coup, quand on parle de spoofing de l'adressage MAC, on parle de l'utilisation de la partie qui s'appelle adresse MAC pour la récupération des informations via différentes techniques. Ça peut être le fait de spoofer l'adresse. Spoofer l'adresse, c'est que l'attaquant va modifier directement, va falsifier l'adresse MAC d'un périphérique pour usurper l'identité d'un autre périphérique légitime sur le réseau. Ça permet, cela peut être utilisé pour contourner les mesures de sécurité basées sur les adresses MAC, telles que les filtrages des adresses MAC autorisées sur un Wi-Fi, etc. Après, il y a les attaques par déni de service. Du coup, dans ce genre d'attaque, on vise tout simplement à submerger un périphérique, un serveur ou un réseau avec un trafic illégitime pour le rendre indisponible pour les utilisateurs légitimes. Du coup, dans ce contexte des adresses MAC, un attaquant ou l'attaque de type DOS peut cibler les périphériques spécifiques en inondant le réseau avec énormément d'adresses MAC pour falsifier les requêtes ARP ou même inonder les tables d'adresses MAC. Du coup, il y a également ce qu'on appelle le ARP poisoning. Du coup, dans cette attaque, on va falsifier les tables ARP des périphériques sur un réseau local en envoyant de fausses réponses ARP. Du coup, en empoisonnant la table ARP de périphérique, l'attaquant peut rediriger après le trafic destiné à ce périphérique vers une adresse MAC contrôlée par l'attaquant, ce qui permet après à cet attaquant-là d'intercepter ou de manipuler le trafic. Après, il y a ce qu'on appelle le MAC flooding, l'inondation MAC, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Du coup, l'inondation MAC, ça implique juste le fait d'envoi massif de trames Ethernet avec les adresses MAC différentes dans le but de saturer la table MAC de switch ou de commutateur, comme aussi l'attaque par rejeu d'adresse MAC, ce qui permet à l'attaquant, on va dire, je vais vous le dire autrement, ça implique la capture et la réutilisation d'adresses MAC légitimes pour accéder à des ressources réseau sans autorisation. Par exemple, un attaquant peut capturer le trafic réseau d'un périphérique légitime, tel qu'un ordinateur portable, etc.,
pour après réutiliser son adresse MAC pour accéder à des réseaux, à d'autres réseaux à sa place. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Alors, ce qu'on va faire, on va expliquer très rapidement ce concept. Je pense que c'est un concept que plus ou moins vous connaissez, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus, mais c'est pas grave, peut-être ça coûtera pas grand-chose à réexpliquer très rapidement cela. De côté réseau. Du coup, je vais ouvrir mon paquet tracer. Je vais prendre un PC ici comme PC 1. Je vais utiliser un deuxième PC comme PC 2. Et puis un troisième PC comme PC 3. Et puis à partir de maintenant, allez, 4 ça fait beaucoup. C'est pas grave, on s'arrête là. Je vais utiliser un switch ici. Je prendrai un switch. Et puis on va assurer l'interconnexion entre ces différents périphériques directement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça pour faire plus rapide. Et puis c'est bon comme ça également pour faire encore plus rapide. C'est bon, très bien. Du coup, les 3 PC sont connectés sur le réseau. Nous, on ne va pas trop s'embêter. On va leur donner tous une adresse IP de type 10.0.0.1 pour ce PC-là. 10.0.0.2 pour celui-ci. Et puis 10.0.0.3 pour le troisième. Et comme ça, ça sera bon. Du coup, ici, 10.0.0.3 pour le troisième. Qu'est-ce que je fais? Je me trompe à force de faire vite. 003, très bien. Du coup, on rappelle, ça c'est le PC 1, ça c'est le PC 2 et ça c'est le PC 3. Du coup, il faut juste comprendre comment ça fonctionne, le mécanisme et le principe. Je pense que si vous suivez bien les formations CCNA, vous savez tous que le switch se base totalement sur l'adressage MAC pour l'acheminement de data. Or, lors de la création de data, on ne peut pas acheminer les datas parce que ici le PC1, si on veut checker sa table d'adresse MAC, on peut juste faire la commande ARP-A et à partir de là vous voyez que la ARP-A elle est vide. Du coup, si là le PC1 veut envoyer une requête à PC2, bah, il doit savoir l'adresse MAC de PC2 que lui ne connaît pas malheureusement. Du coup, après il est possible de la trouver avec la commande ipconfig ici. Je crois qu'il faut faire un petit /all. Bon, sur Windows, c'est ce qu'il faut faire. Sur Packet Tracer, je ne me rappelle plus. Après, si ça ne marche pas, on peut faire peut-être un petit /all. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne, je crois. Ça fonctionne très bien. Et du coup, ici, on a la physical address ici. On a l'adresse MAC physique. Du coup, ici, c'est pareil. On peut faire rapidement un petit ipconfig /all. Et ici, on va récupérer l'adresse MAC de cette machine. Le problème, c'est que l'adresse MAC de cette machine, qui est l'adresse MAC de la machine 2, que je vais écrire ici, comme ça, très bien. Et puis, je vais prendre l'autre adresse MAC de ce PC-là, le 1, qui est bien là. Tac. Je ne sais pas si j'ai utilisé la bonne ou j'ai pris celle de Bluetooth. Ici, Fast Ethernet, très bien, c'est bon. Après, alors, on va faire ça comme ça, très bien, tout est OK. Du coup, la question qui se pose, c'est que si cette machine veut envoyer quelque chose à celle-ci, malheureusement, elle doit avoir l'adresse MAC de celle-ci. C'est ce qu'elle n'a pas. Alors, du coup, pareil pour le switch. Le switch utilise une table spécifique qui s'appelle la table d'adressage MAC et on peut la checker avec la commande enable show MAC address table et puis à partir de là on va trouver à chaque fois la MAC adresse qui correspond à chaque port spécifique et comme ça il saura quand il reçoit une demande il saura la rediriger vers le PC en question. Sauf que là vous voyez bien que le PC il l'a pas et c'est la raison pour laquelle le PC va faire appel à un protocole joker qui s'appelle ARP, l'Address Resolution Protocol. Alors qu'est-ce qu'il fait le PC? On va le simuler ici le truc, exactement comme ça. On va prendre l'ARP et les CMP. Et puis ce que va faire le PC, il va tout simplement, au moment de faire le ping, il va dire non, attends. Vous voyez la mauve là, la violet, il ne va pas la lancer, il va la lancer la verte à sa place. La verte ici c'est quoi? C'est la ARP. Du coup à partir de là, il va lancer une requête ARP en mode diffusion à tout le monde pour dire salut les amis, si quelqu'un possède l'adresse IP 10.0.0.2, merci de m'envoyer son adresse MAC. Du coup, le 10.0.2, c'est qui? C'est celui-ci. Celui-ci va dire, ok, c'est moi, tiens, je te la donne. Il lui donne. Par contre, celui-ci, il n'est pas concerné. Alors, il va recevoir une copie, mais par contre, il ne va pas répondre. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, on va lancer la requête. Ça va bien traverser les deux machines. On va laisser faire. Ça va bien traverser les deux machines, mais seul le concerné qui va répondre. Du coup, celui-ci va répondre, mais pendant ce temps-là, le switch profite de la situation
pour remplir sa table d'adressage MAC. C'est ce qui fait que maintenant, regardez, la requête normale, elle passe direct. Pourquoi elle passe direct? Alors que le switch, de base, ne connaissait pas l'adresse MAC, ne connaissait pas l'adresse MAC de destination. Justement, le switch a profité de cette situation, a profité des échanges ARP pour remplir sa table d'adressage MAC. Du coup, c'est ce qu'il a fait. Regardez, si je prends ici comme ça, je vais refaire le ping parce que mode simulation, il ne le détecte pas. C'est pas grave, on fait comme ça, c'est bon, il le détecte maintenant. Et puis on va faire comme ça, très bien. Et puis vous voyez maintenant, il profite de la situation. Quand celui-ci renvoie la requête, il a une adresse MAC source, il a un numéro de port, il profite pour remplir l'info. Il fait pareil pour celui-ci, et comme ça le tour est joué. Ok? Maintenant, je pense que les choses sont claires. Vous allez me dire, ok, là même ici, maintenant quand je check la table ARP, on peut facilement voir le contenu que maintenant, le PC en question, il connaît l'adresse MAC de PC2. Évidemment, si je prends le PC3 qui n'a rien à voir avec l'histoire pour le moment et que j'insère la commande ARP-A, vous voyez, il est totalement loin de l'histoire. Du coup, au moment où les pings traînent entre tous les utilisateurs sur le réseau, tout le monde ping tout le monde et tout le monde répond à tout le monde, etc. Là, j'imagine, dorénavant, même si je prends le mode simulation, vous allez voir qu'il n'y a plus aucun intérêt d'utiliser le protocole ARP. Vous voyez, le ping part directement entre les utilisateurs. C'est ce qui fait que à chaque fois, les messages ARP sont échangés au début. Ça nourrit la table d'adressage MAC, ça nourrit les bases ARP des PC et on n'aura plus besoin de faire les inondations, on n'aura plus besoin de faire les diffusions. Sauf que monsieur le hacker qui est là, ici, cette situation ne l'arrange pas beaucoup parce que lui, il a envie d'écouter le trafic qui circule. Or, le principe, c'est très simple. Le hacker qui est bien là, il a envie de récupérer le trafic. Sa façon de faire pour récupérer le trafic, c'est de faire quoi? C'est de dire, je vais tomber cette table de switch, je vais l'inonder par des fausses adresses MAC. Alors, regardez, ici, si je fais comme ça, elle a maintenant 3 entrées. C'est les 3 PC qui ont échangé entre eux. Maintenant, mon objectif, c'est que je vais l'inonder avec des dizaines ou centaines de milliers de fausses adresses MAC. À partir de là, le switch, il n'aura plus les bonnes adresses MAC. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Quand le PC en question, je vais utiliser rapidement mon stylet, ce qui va se passer dans ce genre de situation, quand le PC en question cherche à envoyer une requête à celui-ci, il ne peut plus le faire parce que le switch ne connaît plus l'adresse MAC de destination. Alors le switch, quand il ne connaît pas l'adresse MAC de destination, qu'est-ce qu'il fait? Il diffuse. Du coup, il envoie une copie ici et puis il envoie une copie ici. Et c'est une excellente façon qui permet à n'importe quel PC de hacker à récupérer la donnée qui circule et puis essayer de l'écouter, essayer de la sniffer. C'est le but de l'exercice que nous essayons de faire maintenant. Alors, l'outil de sniffing le plus important qui existe, qui puisse exister, je pense que tout le monde le connaît, il s'appelle Wireshark, que j'imagine maintenant vous connaissez, on a déjà utilisé dans un ancien exercice, et on a même utilisé pour sniffer du trafic. Du coup, j'imagine que vous connaissez l'outil, même si peut-être un petit tour de l'outil encore s'impose, mais j'imagine bien que c'est pas vraiment quelque chose qui devra vous embêter plus que cela. Alors, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert ça. Il fallait faire ici Wireshark. Hop, Wireshark, et c'est bon. Et à partir de là, le Wireshark est lancé. Je pense maintenant tout le monde sait utiliser. Il faut choisir l'interface qui est en train de tourner. J'imagine que c'est l'ETH0 ici. Vous double-cliquez ou vous cliquez ici, peu importe. Il supporte plus de 1500 protocoles, notre ami Wireshark. Normalement, la quasi-totalité des protocoles qui existent sont supportés. Et là, vous voyez un échange de data immense qui est en train de tourner entre les différentes machines. Après, il y a des échanges très importants en protocole de RDP, de machine à distance, etc. Parce que j'utilise la machine à distance. Nous, ce qu'on va faire, on va filtrer ici en fonction de énormément de critères que vous souhaitez. Vous voyez, IP adresse, vous avez les options IP, les options de routage, etc., etc., comme les types de protocoles. Par exemple, moi, ce que je peux faire ici, je peux faire ICMP, et à partir de là, je vais filtrer juste en fonction du protocole ICMP et les datas qui circulent dans le cadre des échanges ICMP. C'est tout. Vous voyez, après même vous pouvez spécifier des adresses spécifiques. Par exemple, vous pouvez spécifier tout ce qui vient d'une IP spécifique, ip.addr, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, .addr égale, et là vous mettez par exemple 192.168.1.34 qui est l'adresse IP de notre machine Windows, et puis à partir de là on peut voir les informations qui sont en train de circuler sur le réseau entre ces différentes machines. Ok,
Ok, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Je crois que c'est la 34, c'est celle-ci, hein, si je me rappelle. CMD. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ferme ça. ipconfig. Oui, 34, c'est bien cette machine-là. Très bien. Ok, du coup, on a bien des informations ici. Je pense que si je fais comme ça, on aura toujours les mêmes infos, mais ça n'avance plus, j'ai l'impression. Très bien, peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, nous, ce qu'on va faire, on va monter un petit lab sur GNS pour essayer d'illustrer tout cela en détail. Ce que je vais faire, je vais créer un environnement réseau privé, fermé. Du coup, l'objectif ici, si j'ouvre rapidement mon Paint ici, et puis je prends mon stylet ici, l'objectif c'est que je vais prendre ma machine Kali, qui est là, la Kali, et puis après, je vais prendre ma machine Windows qui est là, Windows, et puis mettre un switch Cisco en GNS, et puis mettre derrière un petit routeur. Du coup, comme ça, on va monter une petite structure. Bon, puisqu'on va commencer à faire des TP, des labs sur réseau et envoyer des requêtes de genre, moi je préfère éviter de le faire dans l'environnement physique parce que ça risque d'influencer un peu très fortement le vrai réseau. Je préfère le faire dans la mesure de possible sur comment dire sur le réseau privé pardon de ma machine, et à partir de là ce que je vais faire, je vais essayer directement d'installer un environnement privé enfermé, et comme ça j'éviterai d'avoir des soucis. Du coup, ce que je vais faire, je vais commencer par travailler cet environnement là justement. À partir de là, ce que je vais faire, je vais mettre tout ça dans une carte réseau privée. Une carte réseau privée, oui, c'est possible. Il est possible de connecter VMware à une carte réseau de VirtualBox, il n'y a pas de souci, je vais vous montrer comment faire. Et puis mettre le switch sur le GNS, le routeur sur le GNS, et c'est bon. Je suppose dans cette vidéo que vous connaissez GNS et que vous savez quoi faire et comment utiliser GNS. Si ce n'est pas le cas et que vous avez des gros soucis avec l'utilisation de GNS, normalement, il y a suffisamment de vidéos sur Internet de comment installer GNS. Croyez-moi, il n'a rien d'extraordinaire. Pensez surtout à utiliser GNS avec votre environnement de machine virtuelle. Du coup, ce qu'on va faire, par exemple, ici, je vais prendre mon GNS. Ici, GNS, exécutez-le en tant qu'administrateur. Il est très important de faire cela comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a à faire? Normalement, quand vous lancez le GNS, il va lancer la machine virtuelle automatiquement. Et puis, on va lancer ici, par exemple, sniffing CEH12, par exemple. Ok, on va faire ça comme ça. Et puis, à partir de là, ce que va faire notre GNS, il est en train de se connecter. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Je reprends ici. Il est en train de lancer la machine virtuelle GNS. Elle est là. Il a lancé la machine virtuelle GNS. Du coup, ce que vous allez faire quand vous téléchargez GNS avec la machine virtuelle, et puis vous double-cliquez sur la machine virtuelle pour la lancer. Ça sera lancé directement. Elle est déjà fonctionnelle. Elle va déjà démarrer directement. Du coup, vous pouvez choisir le type de machine virtuelle. Est-ce que vous le lancez sur VMware ou est-ce que vous le lancez sur VirtualBox, etc. Choisissez celui qui vous intéresse, que ce soit VirtualBox ou Hyper-V ou ce que vous souhaitez. Normalement, si vous arrivez à une interface comme ça, c'est que tout va bien pour vous. Du coup, moi j'ai la toute dernière version, la 2.2.46, et tout a l'air bien fonctionner. Après, vous pouvez me dire peut-être pourquoi j'utilise cela. C'est juste parce que c'est plus pratique, c'est plus recommandé, c'est plus stable, etc. pour le fonctionnement de GNS. Si ça vous embête, le faites pas, mais bon, après vous respectez pas les bonnes pratiques non plus. Après ici, vous allez ajouter le Cisco iOS Switch, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Également, je peux vous laisser voir comment il est possible de le faire. Moi, je l'ai fait il y a plusieurs années. Mais bon, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Vous allez juste récupérer dans l'edit ici, vous allez récupérer votre VPS ici ou votre iOS de switch, etc. Là, vous voyez ici les différents OS que vous pouvez ajouter et puis ça va fonctionner. Je vous laisse suivre les étapes, sont, comme je vous ai dit, très disponible sur internet. Il suffit d'écrire sur YouTube ou sur Google Cisco iOS VL
VL2 pardon, 15.2 c'est l'iOS de switch, et puis même comment ajouter un switch sur un GNS. En tout cas, croyez-moi, c'est quelque chose de trop facile. Vous allez suivre quelques petites setups rapides pour le mettre, et puis vous téléchargez l'image. Je crois l'avoir, je me rappelle plus. Si je l'ai, si je la trouve, je vais vous la mettre dans les liens dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va lancer ça, start. Je vais mettre un petit 7200, un petit routeur. Également, on va faire un petit start également ici. Et puis, on va ajouter un petit nuage ici. Le nuage, il va me demander est-ce que je le mets sur le PC ou sur la VM. Il faut le mettre sur le PC. Parce que si vous le mettez sur la VM, vous n'aurez pas l'accès aux cartes réseau physiques de la machine, aux différentes cartes réseau de la machine. Du coup là, on va utiliser par exemple la carte réseau de VirtualBox avec la GNS, avec la VM qui est installée ici dans le VMware. Vous ne pouvez pas l'avoir, vous ne pouvez pas y accéder. Du coup, configurer ici, ajouter toutes les cartes spécifiques, faire Add All, et à partir de là, vous pouvez choisir comme vous voulez. Du coup, vous venez ici, vous choisissez une interface, je choisis par exemple la 1. À partir de là, vous allez choisir la VirtualBox Host Only Network. Ici, c'est la carte réseau qui est dédiée au réseau de VirtualBox. OK? Et du coup, à partir de là, c'est branché sans problème. Pareil ici, vous la mettez directement sur l'interface du routeur. Alors, on va mettre tout sur le même réseau que les autres machines. Comme ça, on évite de toucher la configuration des adresses IP, etc. Ce que je vais faire, je vais lancer la console de ce routeur. À côté du routeur, je vais lancer également la console de mon switch. Et puis, à partir de là, normalement, on va pouvoir commencer l'utilisation de nos équipements. Ici, sur le routeur, je sais que l'écriture est très petite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Import, export, setting. Ouais, c'est ça. Par contre, je ne me rappelle plus comment je peux le changer. Crédentiel, tag, import général. Ok. Qu'est-ce que j'avais l'habitude d'utiliser moi toujours? Je le trouve. Ouais, c'est le consolas normal. Je fais juste une taille plus importante. Je ne sais pas s'il le prend en compte ici comme ça. Après, par contre, il faut malheureusement mettre les informations ici dans la session. Du coup, est-ce que ça va fonctionner si j'accède en serial comme ça sur PuTTY? J'ai pas l'impression, mais ok. Du coup, la session est sauvegardée. Est-ce que ça change grand chose? Je n'ai pas l'impression. On va relancer la console ici de switch. Non, ça change pas. Bon, désolé, je ne sais pas comment changer et je ne sais pas, je me rappelle plus comment changer et je n'ai vraiment pas le temps d'aller chercher comment changer la taille d'écriture. Certainement ici dans les settings il y a quelque chose. Je vous laisse chercher. J'ai vraiment pas le temps. Il est 2 h du matin. J'ai pas envie de rester sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici sur le routeur? On va commencer par insérer les commandes de configuration de l'adresse IP. Conft, interface giga. Je crois que ça marche juste avec G00 comme ça. Si vous voulez afficher des interfaces, vous avez ça ici. Et puis à partir de là, ce que vous allez faire, vous allez mettre juste l'adresse IP. IP adresse 192.168.1.200. Moi je vais mettre 200 avec 3 fois 255.0. Et puis c'est bon. Le tour est joué ici. Et puis sur ici le nuage. Dans le nuage, je vais grouper mes deux machines. Ok. Du coup, le principe c'est simple. Je vais partir sur mon... Comment dire, je vais partir directement sur mon Kali Linux. Il est où mon Kali? Il est là, c'est ce que j'utilisais d'ailleurs pour le Wireshark. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ouvre un nouveau terminal. Ce que je vais faire, je vais d'abord profiter de ça pour fixer l'adresse IP. Du coup, ici, sudo su Kali, et puis à partir de là on va fixer l'adresse IP. Du coup, je ne sais pas si vous savez comment faire, il suffit de faire IPA pour voir votre adresse IP, elle est bien la 192.168.1.27. Moi, pour éviter d'avoir des problèmes quand je balance entre les cartes réseau, ce que je vais faire, je vais laisser toujours la même adresse IP, mais je vais cette fois-ci la fixer. Du coup, ce que je vais faire, je vais juste faire IP adresse
add 192.168.1.27/24 et puis je précise qu'il s'agit dev ETH0, de l'interface ETH0. Je pense que, oups, already assigned, du coup c'est ce que je me rappelle plus si je l'ai fixé ou ça a été si ça a été donné bah je me rappelle plus, mais bon, pour le moment ça a l'air de fonctionner avec la 1.27. On laisse 1.27, tant mieux, si j'ai envie de dire tant mieux, mais bon, si vous voulez la changer, vous avez vu quand même comment insérer la commande et vous avez vu à quoi ressemble la commande. Bref, ce que je vais faire, je vais prendre maintenant notre outil VirtualBox, configuration, et ici je vais aller directement sur la partie réseau et changer la carte réseau vers réseau privé hot. Et là vous voyez la carte réseau s'appelle VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Du coup je vais faire OK et à partir de là maintenant la carte, la VirtualBox, ou autrement dit la Kali sur la VirtualBox, elle est connectée sur mon réseau GNS. Du coup j'enlève ça, je n'ai plus besoin. Hop, ça. Alors deuxième étape, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose sur le VMware. Ici, pour le faire, il faut aller créer une nouvelle carte réseau, que moi je l'ai déjà, moi je la possède déjà, mais si vous ne la possédez pas, ce que vous allez faire, vous allez juste créer une nouvelle carte réseau directement. J'avais pas les droits, je ne l'ai pas lancé en tant qu'administrateur, c'est embêtant si je n'ai pas fait ça. Du coup, je mets en pause cette machine, je ferme ça, suspend, je fais comme ça, je reviens encore ici, je cherche mon VMware, il est là sur le bureau et ce que je vais faire, je vais le relancer à nouveau. Du coup, il faut toujours penser à l'exécuter en tant qu'administrateur, c'est très important. Du coup, edit ici, Virtual Network Adapter, et à partir de là, j'espère que vous aurez la main pour le faire. Vous voyez, du coup, vous pouvez ajouter une carte réseau, choisissez le numéro que vous souhaitez, et puis une fois fait, par exemple, allez, ce que je vais faire, je vais prendre la 3, je vais supprimer, remove network, c'est enlevé. Du coup, ce que vous pouvez faire, vous pouvez ajouter une nouvelle. Allez, c'est pas grave, je vais la remettre encore en VMnet 3. VMnet 2 même si vous voulez, on va faire OK et puis une fois la carte réseau ajoutée, ce que je vais faire, je vais choisir comment je vais la configurer. Est-ce qu'on utilise par exemple le DHCP interne de VMware? Est-ce qu'on va la connecter au network adapter de mon PC? Et puis là les types de carte réseau, là je vais la bridger, mais sauf que je ne vais pas la bridger sur la carte réseau physique mais sur la carte réseau Hyper-V, vous voyez, et du coup comme ça je la connecte sur l'Hyper-V. Alors, je fais comme ça, OK. Il va la créer. C'est bon. À partir de maintenant, je vais dans les VM Settings et puis après, dans les Network Adapters. La machine n'est pas démarrée. Du coup, sur les Network Adapters, on va la mettre directement sur le bridge. Pas bridge, mais on va la mettre plutôt sur la carte réseau VMnet 2. Du coup, ici, je reprends ici les Settings et puis je vais la mettre sur la carte réseau de VMnet 2. OK. Et du coup, la VMnet 2, elle est bridgée sur le réseau, rappelez-vous, sur le réseau de l'Hyper-V, n'importe quoi, de la VirtualBox. Du coup, si je ping la 192, comme ça, si je ping la 192.168.1.200, 1, par exemple, allez, 27, allez, s'il te plaît, ça marche pas. 1.27, très bien. Je ping le 1.27, on va voir si ça fonctionne ou pas. Du coup, ici, il me dit que c'est impossible de joindre le destinataire. On va patienter un tout petit peu pour voir ce que cela donne. C'est normal parce que pour le moment, la carte réseau, j'ai pas l'impression qu'elle est démarrée. Ce que je vais faire ici, je vais agrandir un peu l'affichage. On va troubleshooter ça ensemble et essayer de voir c'est quoi le problème. Un petit CMD ici, pas CMD mais plutôt panneau de configuration. On va aller sur la partie réseau internet, sur la partie centre de réseau et de partage, sur la partie carte réseau, et puis là on va checker les propriétés de la carte réseau. Adresse IPv4, j'ai bien le 192.168.1.34 comme adresse IP, etc. Tout a l'air OK, tout a l'air bien fait. Ça, c'est très bien.
La carte réseau, elle a l'air de bien fonctionner ici, avec tous les détails de comment elle est configurée. Pas d'accès internet, ça m'étonne pas, j'ai envie de dire. Par contre, ok, là il me dit qu'il n'a pas accès internet, ça j'ai pas vraiment un souci avec ça. Très bien. Du coup, moi ce qui m'inquiète, c'est un peu de côté de VirtualBox. On va revoir un peu le côté VirtualBox. On check ce qu'on a dit. On a dit déjà que la carte VirtualBox, elle est où? J'ai fermé VirtualBox. C'est bon, VirtualBox est là. On va voir la configuration d'adresse IP ici, réseau, réseau privé de l'hôte, etc. Et puis Allow All, câble branché. Normalement, tout a l'air bien fait. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On peut faire un petit EPA pour voir ce que ça donne. Elle est bien en 1.127, etc. Le TH0. On peut tenter de la forcer. Il me dit que ça ne marche pas, mais c'est pas grave si je vais peut-être la mettre en 25. Comme ça, je vais voir ce que ça donne. Ok, comme ça, on écrase l'ancien chiffre. Et puis, à partir de là, je reprends toujours ma Windows. Et cette fois-ci, je vais pinguer la 25, pas la 27. On va voir ce que ça donne, cela. En même temps, n'oubliez pas de virer le pare-feu de la machine pour confirmer qu'il n'y a pas de problème. Le pare-feu est bien viré. Et même moi, je vais un tout petit peu plus loin, environ même la sécurité Windows avec le Defender. Mais bon, attention, faites pas ça dans la vie réelle, mais juste qu'on installe pas mal d'outils qui sont considérés comme des outils malveillants, etc. Ça peut être embêtant pour le fonctionnement du TP. C'est ce qui fait que moi, je vire les outils de sécurité pour être à l'aise avec le déroulement de l'exercice. Bref, en attendant, ça ne marche toujours pas. 192.168.1.25, ça ne marche toujours pas. Si je ping ici le 200, qui était notre routeur, je n'ai pas l'impression que ça ne fonctionne non plus. Ok, c'est pas grave. On va voir directement cette fois-ci sur le GNS qu'est-ce qui bloque. Reconnecte. On reconnecte le routeur. Non, le routeur il a l'air déconnecté pour une raison que j'ignore. On va voir ça tout de suite. Ici, on a perdu le projet carrément. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Est-ce que la machine... Oui, la machine GNS... j'ai fermé le VMware, c'est moi. Je suis bête. J'ai fermé le VMware quand je l'ai relancé en tant qu'administrateur. C'est moi, oui, c'est de ma faute. Du coup, je vais relancer juste le projet. Sniffing CEH12, pardon, c'était de ma faute. Maintenant, je pense que ça va fonctionner sans aucun problème. Il me dit qu'il y a des erreurs, etc. C'est pas grave, c'est très embêtant ça. On va lancer un nouveau projet. Du coup, Sniffing New. Je vais appeler le projet comme ça. Et puis, on va remettre encore un switch. On va remettre encore un nuage qu'on va mettre sur le PC. On va remettre encore un routeur. Vous voyez, c'est des erreurs qui nous coûtent du temps quand même. Quand j'ai éteint le VMware pour le relancer en tant qu'administrateur, j'ai détruit tout le TP. J'ai oublié, j'ai pas fait attention quand je l'ai éteint. C'est l'inconvénient de travailler à 2 h du matin, malheureusement. Du coup, on ajoute tout. OK. Et ça, c'est comme ça. Comme ça, on va le mettre sur VirtualBox Host Only Network. On va le mettre sur le 1, on a dit. Et puis, sur le 0, ici, on va mettre ça comme ça. Et puis, on va allumer. On va d'abord les afficher et on va allumer tous les équipements réseau. Du coup, normalement, ça avance bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. En attendant que ça démarre, on va reconfigurer notre routeur avec l'adresse IP 200. Du coup, cette fois-ci, il se connecte à nouveau. Très bien, il n'y a pas de problème. Et puis, à partir de là, on va le remettre avec l'adresse IP. Du coup, on attend. C'est bon, il est là. Il démarre. En tout cas, ce TP sera bien pratique. On aura besoin de cet exercice pour le reste des TP. Alors, IP conf, pardon, je dis ipconf comme si je travaille sur un PC. Enable conf t, après interface gigabit Ethernet 00, now shutdown, IP adresse 192.168.1, on a dit combien? 200, avec, allez, 100, je vais dire. 200, c'est pas grave, 200, 3 fois 255, 0.
Et puis c'est bon, je sauvegarde la configuration et tout ira bien. Du coup, je profite alors de la situation pour remettre l'adresse IP telle qu'elle était sur le Kali. Vu qu'on a fait pendant tout le TP la 27, je préfère que ça se remette en 27. Il veut pas. Ok, il veut pas, c'est pas grave. On va la laisser 25 en attendant après l'exercice. Je vais la reforcer en 27. Là, vous voyez, 27. Il me dit qu'il veut pas. C'est pas grave. IPA, on check ici IPA. Tac, 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 tac. Ce qui est embêtant, c'est qu'il a ajouté le 25. Oui, parce qu'on a fait un petit add. J'ai un peu mal configuré le truc. Ce que je vais faire ifconfig ETH 0 192 168 1 27 avec un netmask de type 3 x 255 0. Et ça, quand je fais maintenant IPA, j'ai la 27 qui est bien là. Je voulais bien retirer l'autre, retirer la 25. Alors pour le faire, c'est IPadra delete. Du coup, je vais laisser la commande add ici. Ça, et puis je vais mettre juste del. C'est bon. Si je fais maintenant un IPA, on a bien la 27 qui est configurée. Très bien. Du coup, à partir de là, ce que je vais faire, je vais lancer un ping vers le 192.168.1.34. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça fonctionne sans problème à partir de maintenant. Toujours unreachable, il n'y a pas de souci. On va aller jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Du coup, à partir de là, on va lancer un ping vers le 27 et on va voir ce que cela donne à partir de maintenant. Également, on va attendre. Normalement, à partir de là, ça va fonctionner sans souci. Si ça ne fonctionne... alors, qu'est-ce qu'il me dit? La requête ping n'a pas pu trouver l'hôte, vérifier le nom puis réessayer. C'est pas grave. CMD. On le lance comme ça. Ping 192 168 1200 -T. On va voir ce que ça donne. En attendant, je recheck mon VMware, mon GNS. Mon routeur, il est bien configuré. Et puis, est-ce que depuis le routeur, je peux faire des choses? Par exemple, show IP route, histoire de checker l'adresse IP qui est bien configurée. Et puis l'interface, show IP interface brief pour confirmer que l'interface est bien démarrée et qu'il n'y a pas de souci. Du coup, si je ping depuis là, la 192.168.1.27, on va voir ce que ça donne. Ça marche, c'est success. Et si je ping la 34, on va attendre, normalement ça doit également fonctionner sans problème. Du coup, si ça ne fonctionne pas, on va voir le problème sur la machine Windows, la redémarrer ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas trop tarder sur ça, je vais arrêter la vidéo, voir ce qui se passe. C'est juste un problème bête, je suis sûr, mais le temps de faire le tour sur la machine, je ne vais pas vous faire perdre du temps sur ça. C'était très rapide, j'ai envie de dire, parce que dès que j'ai fait là, je vois Hyper-V. Non, je ne sais pas où j'avais ma tête, mais remove. Je répète, c'est les inconvénients de bosser à 2 h du matin. Mais c'est en même temps bien, comme ça vous voyez le travail en temps réel et puis les erreurs qu'on fait directement. Ça s'appelle pas ça s'appelle pas Hyper-V. Hyper-V, c'est la machine virtuelle de Microsoft. Et du coup, ça s'appelle plutôt ici, il est où? VirtualBox. Ça marche. Du coup, là, à partir de là, ça va fonctionner sans aucun problème, je vous promets. Ok, je viens ici. Je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous vous êtes rendu compte quand je l'ai fait ou pas, mais évidemment que là maintenant, ça va devoir vraiment fonctionner sans souci. Je relance le ping ici, vous voyez, ça fonctionne sans souci. Je le lance également pour le 27, ça fonctionne également sans problème. Maintenant, le ping, il fonctionne entre toutes les machines sur le réseau. Ouf, j'ai envie de dire, mais bon, après malheureusement, comme je vous ai dit, c'est les erreurs quand on travaille fatigué la nuit, mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte tout seul quand vous m'avez entendu dire Hyper-V ou pas. Bref, alors maintenant, ce qu'on va faire, on va juste revoir la simulation qu'on a faite il y a quelques instants concernant l'exercice sur les adresses MAC. Rappelez-vous que sur le switch, il est possible maintenant de checker les adresses MAC qui étaient utilisées. Du coup, ici sur le switch, il suffit très facilement de faire enable show MAC address table.
et voir le contenu des tables d'adresse MAC. Vous voyez que l'interface Giga01, il nous a donné les adresses MAC et il nous a donné les adresses MAC également de la Giga00 qui est celle-ci. Après, autre information très importante, c'est on peut faire le compte également. On peut faire la commande count ici pour savoir combien d'adresses MAC se sont rentrées ici. Total available, et il peut supporter totalement ce chiffre-là. Du coup, nous, ce qu'on va faire à partir de là, et puis vous voyez maintenant que si par exemple je lance depuis la machine Windows un petit ping, comme j'ai fait il y a quelques instants, sur la machine, je sais pas, allez, depuis le 200, depuis le routeur, je vais lancer un petit ping vers la 27. Vous voyez que vers la 34, pardon, vous allez voir que normal, on peut lancer le ping. Est-ce que le ping, il fonctionne pas encore ou quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Franchement, je m'en fous. Hein. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Le routeur, on n'a pas vraiment besoin de lui. C'est juste, il permet de checker. C'est un autre équipement sur le réseau, pas plus que cela. Si je l'ai pingé il y a quelques instants, ça marche quand même. Ok, il y a une petite loupe quelque part ici. Et je sais ce que c'est parce qu'on fait un double switch. Il y a le switch virtuel de VMware en plus de switch virtuel de là. Quand on va éditer ça, on peut résoudre le problème, mais j'ai pas envie de trop toucher ça parce que j'ai pas envie de trop toucher au fonctionnement de réseau VMware, ou j'ai pas envie trop de toucher dans les paramètres de switch VMware. C'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Il y a une qui marche, une qui saute, et je sais pourquoi, comme je vous ai dit, parce que ça permute entre le switch VMware et le switch qu'on utilise sur GNS. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, je prends ici ma Kali, je m'arrête là, ici, et là, vous allez voir que si, par exemple, je fais 200, ici, vous voyez, ici, on a les échanges qui se font directement entre la 27 et la 200, mais les échanges entre la 34 et la 200, on ne les voit pas, évidemment, parce que quand la machine sort du 34, elle va directement vers la 200, on ne peut pas la voir ici, sur la machine 27. C'est totalement normal. Si je lance le ping ici, depuis cette machine, vers la 200, ça va fonctionner ici peut-être un tout petit peu mieux parce que c'est pas le même principe des switches virtuels entre les deux. Et là, vous voyez, on peut voir les 200 qui traînent ici. Vous voyez? Du coup, ici, c'est un peu mieux, voire même beaucoup mieux comment ça fonctionne. Mais vous avez compris le principe. Normalement, on n'est pas censé sur la Kali voir les échanges entre la 34 d'un côté et entre la machine 34 d'un côté et la machine 200 de l'autre côté. Bref, ce qu'on peut faire là-dessus, on peut attaquer l'adresse MAC. Du coup, on peut flouder la table d'adresse MAC. Et comme je vous ai dit, l'objectif de faire cela, c'est de tomber carrément le switch qui est au milieu. Il est où le GNS? Il est là, de tomber le switch qui est là, dans le but de faire des diffusions dorénavant pour tout type d'échange sur le réseau. C'est un peu ça l'objectif de cette opération, l'objectif de cette action-là. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ici? Je vais prendre ici ma Kali Linux, et puis à partir de là, je vais lancer juste la macof -i sur l'interface ETH0. Et du coup, comme vous le voyez, on est en train de flouder, d'inonder, de tomber la table d'adressage MAC sur le switch. Et puis, regardez, si je prends ici la table d'adressage MAC sur le switch, ici, comme ça, et là, je check avec la commande. Là, vous voyez, le switch là même, il devient un peu handle. Là, ça marche même plus. Vous voyez, je perds même la main sur le switch. Je pense au bout d'un certain temps, je vais devoir m'arrêter. Mais c'est bon. Allez, je m'arrête peut-être. Et puis là, vous voyez, la table d'adresse MAC, elle commence à exploser. Elle commence à avoir énormément d'entrées. Je pense que c'est largement plus que 3000. Hein. Je pense que, vous voyez, c'est 5000. Je pense même si on attend un peu plus. Du coup, le but de l'exercice, c'est d'essayer d'aller encore jusqu'au bout. Vous pouvez le faire. Après, je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre. Vous pouvez le faire. Et puis, à la fin de l'exercice, quand vous allez dorénavant lancer ce ping-là, entre ces deux machines-là, vous allez voir que les pings seront touchés ici par la machine Kali. Pourquoi? Parce que dorénavant, la machine, le switch en question, il n'aura plus suffisamment de mémoire pour mettre les adresses MAC, alors il commence à diffuser. C'est ce qui fait que ici, vous, en tant qu'espion, depuis votre machine,
vous allez gagner le coup et vous allez réussir le coup. Et dorénavant, vous allez écouter les échanges qui se font entre le 27 et le 200. Comme je vous ai dit, je ne vais peut-être pas attendre jusqu'au bout le temps de remplir 7 millions d'entrées ou je ne sais pas combien. Et vous voyez qu'à chaque fois que vous avez des équipements réseau qui sont plus puissants et plus forts, vous pouvez résister à ce genre d'attaque encore plus de temps, le temps que ça soit détecté et le temps que vous preniez les mesures nécessaires. Vous voyez, du coup, ce qu'on peut faire ici, on peut encore continuer à checker. Vous allez voir que le nombre, les 5510, va encore monter à je ne sais pas combien. Mais bon, comme je vous ai dit, je ne vais pas l'attendre encore à passer à, je crois, 7 millions, 70 millions ou je ne sais pas combien. Ça fait quand même beaucoup trop. Ce n'est pas le but de l'exercice principalement. Mais vous avez compris le principe, c'est comme ça qu'on peut tomber un équipement. À la fois, c'est une attaque de type DDoS, mais à la fois, c'est une attaque de type McFlooding et qui a pour but principal de rendre le switch totalement hors service pour qu'il puisse dorénavant faire des diffusions du réseau. Là, vous voyez, on passe à 8000, on passe même à 10 000. Et même si on fait maintenant le show MAC address table, vous voyez qu'on a 10 000 entrées ici. Vous voyez, on peut afficher les 10 000 entrées avec des fausses adresses MAC qui ne servent pas à grand chose. Alors, je vais m'arrêter là dans cet exercice-là. Dans le prochain exercice, on va voir autre chose, notamment le sniffing DHCP. Je suis à 50 minutes et sur... ouais, allez, je vais m'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, on va continuer, on va terminer notre exercice. Alors là, ce que vous pouvez faire juste rapidement comme mesure pour vider ça, vous pouvez juste redémarrer l'équipement ou faire un clear de la Mac, de la table adresse MAC. Je crois que c'est comme ça, Mac address table. Mac address table, je crois il y a étoile ou quelque chose. Non, attendez. Comme ça, dynamique, c'est ça. C'est bon. Et puis là, quand vous faites show Mac address table, c'est encore mieux. Vous voyez, on a vidé toutes les autres entrées. Bref, on s'arrête là, comme je vous ai dit. Et à la prochaine vidéo, on va terminer le reste. Allez, bonne soirée à vous tous et à la prochaine.